merci d'avoir patienté un mois. Je sais beaucoup dire, vous savez qu'il y a eu un changement de date et je vous prie de m'en excuser. Et je suis très content de pouvoir vous parler ce soir de ce sujet. Alors comme Barbara vous l'a dit, c'est un sujet un peu parallèle à ce que j'ai pu faire à Maison Alfort toutes ces années. Maintenant je n'y suis plus, je suis en vacances perpétuelles. Vous voyez ce que je veux dire. Et je ne parle qu'en mon nom propre, peu importe les associations, peu importe les structures. Ce que je dis n'engage que moi. Donc si vous êtes critique par rapport à ce que vous entendez, c'est par rapport à moi, il n'y a aucun problème. Je ne parle au nom de personne d'autre que de moi. Et donc ce sont des éléments que j'ai cumulés sur un certain nombre d'années, au travers de mon travail, au travers de déplacements, de voyages. Et ce sont des réflexions que j'ai un petit peu organisées, j'espère, et sur lesquelles également je me suis également appuyé sur des références. Je n'ai pas tout inventé, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas uniquement une lubie de mon esprit. J'ai un tout petit peu essayé également d'argumenter ce que je vais vous proposer. Et donc, il y a deux termes, il y a faune sauvage et élevage. Mais si on parle d'élevage, on parle forcément d'humains, et il y a aussi un mot sur les humains, puisque la faune domestique n'existe que parce que les hommes ont domestiqué des animaux sauvages. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir s'il y avait une faune sauvage avant qu'il y ait une faune domestique. Objectivement, avant la domestication, il y avait la faune, un point c'est tout. C'est seulement quand on a commencé à en prendre certains pour en faire des animaux domestiqués que les autres non domestiqués sont apparus différents et apparus sauvages. Alors, peut-être vous avez entendu parler récemment de l'IPPES, la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Combien existe-t-il d'animaux sur Terre aujourd'hui? La première réponse, objectivement, on n'en sait rien. Si vous prenez une référence de 2011, c'est pas si vieux, on en avait compté un peu moins d'1 million. Et si vous prenez le rapport de l'IPBES qui est sorti au début de ce mois, on cite 8 millions d'espèces vivantes sur Terre connues, dont une bonne moitié ou les 2 tiers qui sont des animaux, 1 tiers qui sont des végétaux, et on estime que la réalité est plutôt de l'ordre de 10 à 20 millions d'espèces sur Terre aujourd'hui. Et là-dedans, il faut intégrer les bactéries. Donc on est dans un système qui apparemment se rétrécit, enfin le nombre d'espèces diminue, mais le nombre total n'est même pas connu, ce qui pose un tout petit problème. Donc quand on parle de numérateur, sans dénominateur, c'est toujours difficile. En épidémiologie, c'est un des grands enjeux de tout ce qu'on peut dire. Si on n'a pas de dénominateur, quoi que soit le numérateur, on aura des difficultés pour aller très loin. Et mon discours, il va s'organiser autour d'un livre, peut-être que vous avez lu. Alors, en bleu, 2000, c'est l'année de publication en français, de l'inégalité parmi les sociétés. Le nom anglais est différent. Et le même auteur, dans une revue plus récente, parue dans la revue Nature, a publié une carte qui est plus jolie que celle du livre, donc j'ai pris celle de la revue, et qui donne un petit peu des clés pour un peu imaginer de quoi je vais vous parler. Si vous regardez l'Europe, vous voyez qu'il y a 2 couleurs sur la carte. Les couleurs les plus sombres sont les zones où on a domestiqué les plantes et les animaux importants aujourd'hui. Et vous savez qu'au niveau animaux, on a peut-être une vingtaine de mammifères domestiqués, et déjà c'est une estimation grande, par rapport à 5500. Donc on a vraiment domestiqué très peu d'espèces par rapport à ce qui a été possible. La question étant de savoir pourquoi ceux-là et pas les autres, on n'a pas toujours de réponse. Et sur la même carte, les zones les plus claires, alors je bouge quand même, tant pis pour... les zones les plus claires sont les zones où aujourd'hui les rendements et les productivités sont les plus élevés. Et le sens du livre, c'est que ce ne sont pas toujours les zones qui ont donné les espèces que l'on cultive et que l'on élève qui ont aujourd'hui les meilleurs rendements et les meilleurs retours sur l'investissement correspondant à cette domestication. Donc ça correspond à une certaine inégalité. Comment gérer ça? Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inégalité, de meilleur partage. Il y a un cycle dont on parle dans le livre d'économie, de perspective. Je n'irai pas beaucoup dans ce sens-là, mais il ne faut pas l'oublier. La croissance, dont on parle beaucoup, est liée à l'innovation. L'innovation entraîne la croissance. Et en fin de compte, les inégalités ont plutôt tendance à grandir quand la croissance croît. Or, l'idée, ça serait quand même à l'échelle de la planète, et là je vais plutôt parler à l'échelle de la planète, même si ce n'est pas une échelle que j'appréhende facilement, comment réussir à faire que cette croissance ne soit pas source d'inégalité, mais plutôt une meilleure redistribution. On aurait les outils techniques, mais les systèmes politiques ne sont pas toujours dans ce sens-là. Alors, on va dire quelques mots sur cette domestication. Voilà ce qui nous concerne. Vous voyez l'Iran, vous voyez la Turquie, vous voyez le nord de la Syrie, la Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Et là, vous avez pour les moutons, pour les chèvres, pour les porcs, pour les bovins,
les dates approximatives de domestication, donc par rapport à aujourd'hui. Les bovins, c'est 10 000 ans, et il est possible que les chèvres et les moutons, ce soit un petit peu avant. Les porcs, c'était en même temps. Donc vous voyez l'ancienneté de cet événement, et vous avez, dès qu'on s'éloigne, il y a les dates auxquelles ces animaux domestiqués ont commencé à apparaître. Alors, leur histoire après est différente, ça peut expliquer aussi le schéma de l'élevage d'aujourd'hui. Si on prend les bovins, leur ancêtre s'appelait Aurochs. Il reste des très très belles peintures sur les grottes de Lascaux et quelques autres grottes en Europe de l'Ouest, mais l'espèce a disparu. Ce qui veut dire que la domestication n'a rien à voir avec la conservation de la biodiversité sauvage. On a domestiqué, on a fait des vaches et on a éliminé l'ancêtre des vaches. Ce qui veut dire que le potentiel génétique que représentaient les aurochs a disparu pour toujours. Il reste quelques fossiles, on peut séquencer, on sait faire du séquençage d'ADN ancien sur des restes d'aurochs, et on peut comparer aux races d'aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose au niveau potentiel total qui est perdu. Et vous voyez sur cette carte, le foyer de domestication dans la vallée de l'Indus a donné les vaches à bosse qu'on appelle les zébus, et le foyer du côté de la Mésopotamie, donc Turquie qu'on voyait sur la carte précédente, a donné les vaches sans bosse que nous avons chez nous. C'est la même espèce, tout ça, ça se croise très très bien. Et cette carte-là suggère qu'il existait un troisième foyer de domestication du côté de la Chine. Et peu de temps après, et c'est aussi intéressant à imaginer, le foyer de domestication de Mésopotamie est parti vers l'Europe et nos races en descendent, mais il n'y a eu aucun croisement entre ces animaux domestiqués et les aurochs sauvages présents en Europe. Ils ont pris leur place, ils se sont substitués, ils ont été éliminés, mais il n'y a pas eu de croisement, d'apport génétique de cette population. Inversement, les vaches qui sont rentrées en Afrique ont rencontré, il y en avait en Afrique du Nord des aurochs, et apparemment, il y a eu un apport génétique des aurochs sauvages africains sur les races domestiques qui arrivaient il y a quelques millénaires. Et on retrouve, avec la conquête de la péninsule arabique, de la péninsule hispanique par les Arabes, on retrouve dans les races espagnoles un souvenir de cet aurochs africain du Nord qu'on ne retrouve pas chez nous. Et après, donc, vous avez toute l'histoire de la colonisation de l'Amérique par les Européens avec leurs bovins. Il n'y avait pas de bovins sauvages en Amérique avant l'arrivée des conquistadors occidentaux européens. Dans le cas des chèvres et des moutons, le schéma est un peu différent. Il n'y avait aucun mouton, aucune chèvre sauvage en Europe de l'Ouest. Donc, les moutons et les chèvres sont arrivés sous forme domestique ou en cours de domestication et ont pris l'espace des herbivores qui étaient présents à ce moment-là. Mais il n'y a pas d'équivalent. Ce sont des espèces exotiques par rapport à la faune initiale de l'Europe de l'Ouest. Même si ça fait 8000 ans, ils sont arrivés à pied, bien sûr, à l'époque, peut-être même en bateau, et ils ont se sont bien développés sur le continent ouest européen. Un animal qu'il ne faut pas oublier, c'est le cochon, le porc. Alors lui a encore une histoire différente, et ça va contribuer à mettre en place la faune d'aujourd'hui. Il est présent sur une grande partie de l'Asie et de l'Europe. La carte ici est fausse. L'Australie, là, ce sont que des porcs introduits par les Européens. Il n'y a pas de porcs sauvages naturels en Australie. Et vous avez autant de foyers de domestication que de petites zones hachurées sur cette carte. À chaque fois qu'on a domestiqué, il y a eu pendant très longtemps et encore maintenant, des remélanges avec les populations sauvages. Et les sangliers sont toujours là. Tout le monde connaît les sangliers qu'on a chez nous. Et si vous regardez de façon plus précise avec les outils génétiques, en France, on avait une lignée vraiment différente en Corse, qui a une histoire génétique différente de celle des porcs et des sangliers du continent, sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons de chasse génétique, on a introduit des sangliers massivement et des cochons en Corse, et on a à peu près perdu la population génétique originale de cette île, qui avait dû arriver, les couleurs sont proches, depuis la Turquie, et donc on imagine qu'il y a 8000 ans, les gens étaient capables, sur des navires, je ne sais pas à quoi ils ressemblaient, de se déplacer avec armes et bagages, et on introduit sur la Corse, il y a à peu près 8000 ans, des animaux qui étaient des cochons en cours de domestication, ou des sangliers à moitié domestiqués, ou trois quarts domestiqués. Donc les analyses génétiques d'aujourd'hui, qui comparent les animaux sauvages, les animaux domestiques, et les fossiles quand on sait les retrouver, avec l'ADN ancien, permettent de reconstruire un peu leur histoire, et donc celle des humains, puisque les animaux domestiques ont suivi les humains, et ils ont voyagé avec nous. Un dernier exemple avec les domestiques, c'est l'exemple des chevaux.
sur un article tout récent qui est paru ce mois-ci dans la revue Cell et qui analyse des animaux fossiles et contemporains sur une large partie de la planète. Les chevaux domestiques en noir ne sont qu'une des toutes petites sous-populations qui existaient il y a quelques millénaires au moment de la domestication. Et dans ce cas-là, de façon assez caractéristique, assez démontrée, on a perdu une grande part du potentiel, la diversité génétique des formes sauvages, en sélectionnant quelques-uns. Et il semblerait que les premiers qui domestiquaient les chevaux, les domestiquaient parce que c'était leur alimentation. Ce n'était pas des montures, ce n'était pas des cavaliers, c'était des animaux, enfin les humains domestiquaient les chevaux car ils s'en nourrissaient. Ça serait le point de départ de cette domestication, même si aujourd'hui les chevaux ne sont pas forcément utilisés uniquement, et de moins en moins pour ça. Et donc on arrive à cette image-là où vous avez un peu de tout le monde qui est là, tous ensemble, tranquillement, en train de faire la sieste. Il faisait chaud à ce moment-là, donc on se repose avant d'aller travailler, se promener, goûter, etc. Mais donc là-bas, en haut à gauche, il y a l'autre paramètre de cette domestication, le plus important, c'est nous, les humains. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur nous? Et c'est quand même, nous, une histoire assez curieuse, qui est toujours un petit peu étonnante. On se demande comment tout ça va évoluer et à quelle échelle. Alors, regardez déjà en bas, ça vous donne, au fonction des années, l'évolution de la population humaine en milliards d'individus. L'unité est le milliard. Alors, je rappelle que nous, humains, Homo sapiens, on a à peu près 300 000 ans. L'unité sur le graphique, c'est le millénaire. Donc, si vous poursuivez le trait en bas à l'abscisse de 300, on sort de la pièce, on a le zéro, j'imagine, du côté du mur qui est tout là-bas, voire un petit peu plus loin. Et on a mis 300 000 ans pour arriver en l'an 1800, en fait, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 220 ans, au premier millénaire estimé. Et après, vous voyez, il faut 130 ans pour arriver au deuxième, il faut 30 ans pour arriver au troisième, et après, c'est à peu près 1 milliard d'individus de plus sur Terre tous les 13 ans. Donc, quand je suis né, moi, on était 2 millions et quelques. 2 milliards et quelques, pardon, oui, quand même, je ne suis pas si vieux. Je suis vieux, mais pas aussi. Et aujourd'hui, on est 7 milliards et demi. Donc, ma génération a vu la population mondiale tripler. Et évidemment, il n'y a pas d'équivalent, c'est quelque chose sans référence. Et qu'est-ce que ça va donner? Et pour l'instant, la courbe, elle est quand même, alors, sans faire de grandes projections, 8 milliards, 2024, c'est dans 5 ans. C'est pas impensable. D'après les données dont on dispose, on pourrait y arriver assez rapidement. Et alors, si vous regardez ce que nous raconte l'ONU, donc les gens qui font des calculs et des prévisions, alors voilà où nous en sommes. En noir, c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et voilà la fourchette des possibles pour 2100. Les enfants qui naissent aujourd'hui, qui naissent en ce moment, ils seront là en 2100. Et la population mondiale sera entre combien? 17, 16 milliards et peut-être un tout petit peu redescendu en dessous du seuil aujourd'hui vers 6 ou 7. Et donc là-dedans, vous avez évidemment toutes les probabilités de trouver la bonne ou pas la bonne, en supposant que les courbes continuent doucement, sans rupture, sans catastrophe, sans épidémie, il y a beaucoup de choses qui peuvent modifier cette donne. Ça, c'est si les données actuelles et les modélisations qu'on va utiliser pour les faire tourner se réalisent. Avec ici, on a fait 60 hypothèses, donc avec un tirage avec 60 petites courbes, et là, c'est la médiane de toutes ces courbes. Voilà. Donc tout ça, ça va donner quoi? On ne sait pas. Alors, ce qui est intéressant, comme toujours en épidémiologie, c'est la façon de présenter les données visuellement, va vous donner une impression particulière ou différente, et on peut toujours influencer un tout petit peu le public en fonction du schéma qu'on va leur proposer. Ça fait assez sérieux, c'est des graphes, il y a une marge de confiance, 80%, 95%, voilà, ça fait un peu sérieux. Mais là, ça c'est toujours les données de l'ONU, c'est beaucoup plus mignon. Vous avez des petits messieurs, des petites dames, on voit des jupettes, et là vous voyez, donc 1990 et 2100, on passe de 5,3 milliards à 11 milliards en 2100. Et c'est la même information, simplement il manque totalement l'information sur les marges d'erreur possibles, et comme dans le schéma précédent, en supposant que les choses se continuent comme elles ont commencé actuellement. Et on n'a pas forcément de garantie sur le fait que ça se passerait comme ça. Et alors, dernière courbe démographique, c'est
celle qui donne les informations par continent. Peut-être que vous le savez aussi. En bas, là, vous avez l'Europe, vous avez l'Amérique, vous avez l'Océanie. En vert en haut, vous avez l'Asie. Et vous voyez que l'Asie va plafonner, donc on est avant dans la partie blanche, et tout ce qui est grisé, c'est la partie hypothétique. Et donc l'Asie devrait plafonner vers 2050 et un tout petit peu redescendre. Par contre, au niveau africain, on pense qu'en 2100, on aura 4 fois la population d'aujourd'hui. Et les démographes, je ne suis pas démographe, hein, je suis content de reprendre des données de gens en qui je fais confiance, bien sûr. Ça, c'est quand même quelque chose qui va certainement beaucoup modifier ces pays, avec le changement climatique qui apparaît là-dessus comme un facteur également de déstabilisation. Il y a encore des zones d'Afrique où, au niveau politique, ce n'est pas parfaitement stabilisé non plus. Donc tout ça ne peut avoir que des conséquences sur les autres continents. Et la réponse, on ne peut la trouver qu'ensemble. On ne peut pas laisser ceux d'à côté dire « débrouillez-vous, nous, on est tranquille ». C'est pas possible. Si on veut être tous là ensemble à la fin, il faut que, dès maintenant, et qu'on aurait dû commencer plus tôt, à y réfléchir ensemble pour trouver des réponses intelligentes pour tout le monde. Normalement, techniquement, on devrait savoir, mais après, il y a moralement, politiquement, économiquement, c'est plus compliqué. Et tout ça, ben, pour mes copains sauvages, là, comment on fait avec ces animaux domestiques qui sont arrivés depuis 10 000 ans à peu près, les humains qui les ont domestiqués, qui sont passés donc de 1800 à aujourd'hui de 1 milliard à 7 milliards, comment tout ça, ça cohabite sur la Terre. Alors si vous avez envie de lire un livre qui va vous prendre un petit peu de temps, pour moi ça me prend du temps, ça m'a pris du temps, je vous recommande ce livre-là. C'est la photo de la couverture, et ça s'appelle Harvesting, c'est la moisson, moissonnant la biosphère, ce que nous avons pris à la nature. L'auteur s'appelle Václav Smil, il est américain, mais certainement pas d'origine américaine, il est d'origine européenne. Et ce livre-là date de 2013. Il avait fait un article en 2011 qui déjà annonçait ce livre-là. Et si ces calculs-là vous intéressent, il y a des calculs, vous avez un article très récent qui est accessible en ligne dans la revue PNAS, avec un objectif différent, mais sur le même fond, la même démarche. Et l'idée, c'est de calculer les plantes, les animaux, les poissons, les domestiques, les sauvages, les oiseaux, les mammifères, et ceci et cela, quelle masse ça représente aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut estimer leur masse à l'époque du néolithique, quand on a commencé à domestiquer, voire à la fin du paléolithique, pour apprécier l'évolution sur les siècles, des millénaires, et qu'est-ce que ça peut nous donner comme information sur aujourd'hui, et sans doute également pour mieux prévoir demain. Et le paradoxe de ce livre, c'est qu'il est rempli de données chiffrées et il n'y a aucun schéma. Donc, quand on était petit, quand on apprenait à faire un tableau en physique, souvent je me rappelle la maîtresse qui disait bah, « fais un tableau, tu mets les années, tu mets les kilos, et tu fais un petit tableau ». Ce monsieur-là, il ne connaît pas, il n'a pas eu la même éducation que moi, donc. Et ce qui fait que son livre est d'une richesse extraordinaire, mais tous les schémas que je vais vous montrer ont été faits par d'autres, ce qui veut dire que c'est un intermédiaire qui a repris ces données et les a mises en couleur, en forme, en dessin, mieux que je ne l'aurais fait, mais ça veut dire qu'il y a quand même un petit risque éventuellement de mauvaise interprétation. Alors je commence par un tableau quand même. Ce sont des données qui sont plutôt de la FAO. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les bovins par rapport aux humains? Ne regardez pas trop la ligne en jaune, mais bon, ça c'est des données américaines sur la planète. Et quels sont les pays qui ont le plus de vaches, de bovins, et vous avez 5 pays dans lesquels il y a plus de bovins que d'humains. Bon, le record du monde, c'est l'Uruguay, où ils ont plus de 3 vaches par habitant. Pourquoi pas, finalement, ça change quoi, je ne sais pas. S'ils ont la place pour tout le monde, c'est parfait. Et donc la France n'apparaît pas, puisque là, vous avez l'Union européenne, et nous, par contre, on a 5 humains pour une vache. Très bien. Et alors, ce qui est amusant, c'est, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le mot, mais quelles sont les tendances par rapport à tout ça? Donc, pour les bovins, là-haut, toujours données de la FAO, vous voyez que sur les 20 dernières années, la croissance est régulière au niveau du nombre de bovins sur la planète, à l'échelle mondiale. Et si vous regardez le tableau en bas, vous avez quelques données, celles que j'ai trouvées dans ces références en particulier, 1900, 1965, 2014, 2017, en 100 ans, en un bon siècle, les bovins ont été multipliés par 3, les petits ruminants aussi, et les porcs par beaucoup plus, par 5. Donc vous voyez l'augmentation de ces populations animales et rappelez-vous la croissance démographique humaine. Et alors si on essaie de regarder sur une échelle de temps encore plus grande
comment tout ça a évolué. Alors voilà ce que ça va donner. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Alors évidemment, là, on est sur une échelle de temps qui est grande. On compte en millénaires. À gauche, vous avez l'estimation des mammifères et des oiseaux terrestres avant la dernière glaciation. Et ça donne ça, en marron. Au moment où l'agriculture démarre, on avait perdu tous les mastodontes, les mammouths, les rhinocéros laineux, ce qu'on appelle la mégafaune. C'est ce qui est écrit dans la légende complètement à gauche. On ne va pas trop détailler tout ça, mais il est possible que Homo sapiens ait contribué à cette disparition. Et aujourd'hui, alors on est quand même beaucoup plus malin, on est monté en biomasse. Là, vous avez l'unité qui est utilisée, c'est les millions de tonnes de carbone. L'auteur ne calcule pas en kilos de vivant, il calcule en poids sec, et dans le poids sec, il prend le carbone, qui est la moitié à peu près de la masse, une fois qu'on a retiré l'eau. Donc, chacun d'entre nous, c'est 2 tiers d'eau, 1 tiers de matière sèche. Vous divisez par 2 la matière sèche, et vous avez les quantités de carbone à peu près. Et donc, aujourd'hui, nous, c'est ça, les humains. Nos animaux d'élevage, c'est ça, et voilà ce qui reste pour la faune sauvage. Comment on passe de ce schéma, le premier rectangle, à celui-ci, alors que c'est la même planète? Ben là, l'apport, c'est le pétrole et l'énergie fossile qu'on utilise. À gauche, c'est uniquement la photosynthèse comme source d'énergie. Entre-temps, on a trouvé le pétrole, on a trouvé tout ce qui en dépend, et donc on est capable, en injectant ces énergies fossiles, d'augmenter considérablement la biomasse de nous et de nos animaux d'élevage. Mais clairement, en bas, ceux qui sont tout en bas, là, ils ont un peu souffert. Parce que là, il en reste de moins en moins. Alors si on continue avec ces schémas de ce livre, avec les dessins qui sont faits par différentes personnes, je vous dis à chaque fois les liens des sites qui ont proposé ces schémas, vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Là, vous avez la productivité de la biosphère au cours du temps et la partie de cette productivité qui est exploitée par l'espèce humaine en gigatonnes. Là, c'est plus en carbone, c'est en gigatonnes. Et vous avez tout en bas une estimation des populations humaines aux années correspondantes. Donc il y a 2000 ans, 0, on était à peu près 200 millions. En l'an 1000, on était à peu près 300 millions. En 1900, 1 milliard, etc., etc. Donc vous voyez la population humaine qui augmente. Ça, c'est la productivité des écosystèmes naturels. Et donc, évidemment, puisqu'on a transformé beaucoup d'espace en zones cultivées, en villes, en voies de transport, la surface sur laquelle les écosystèmes naturels fonctionnent a beaucoup diminué, et du coup, la productivité naturelle diminue, mais notre pourcentage de prélèvement continue à augmenter. Alors, si je représente sur un schéma que je trouve assez spectaculaire, avec 3 petits dessins, la proportion respective des animaux d'élevage, des animaux sauvages et des humains, sur Terre aujourd'hui, ça donne ça. Donc la Terre est peuplée par des vaches. Après, il y a des petits humains, c'est nous. Et alors moi, il se trouve que je m'intéresse à ceux-là. Pas de chance. 4% de la biomasse aujourd'hui sur la planète, ce sont les mammifères sauvages. Si on prend uniquement l'unité mammifère, 60% sont des animaux domestiques mammifères, donc les vaches, les petits ruminants, les dromadaires, les ânes, les chevaux. Et nous, humains, on représente 36%. Et donc, si on veut comparer, et si on veut chercher à trouver quelles sont les relations entre ceux-ci et ceux-là, on peut supposer quand même qu'au départ, ils n'étaient pas là, ceux-là. Il n'y avait rien. Cet espace-là était vide, puisqu'on a domestiqué, nous, les animaux, pour en faire des domestiques. Probablement, les sauvages ont quand même pas mal souffert de cette évolution. Et si je vous prends comme unité les oiseaux, ben voilà la taille d'un coussin géant. 70% des oiseaux sur Terre, en kilos d'oiseaux, sont des poulets, des dindes ou des canards d'élevage. Et un tiers, seulement 30%, sont des oiseaux sauvages. Donc si vous vous intéressez à cela, dépêchez-vous, ça diminue. Et donc, sur le terrain, comment cela se passe-t-il? Alors j'ai mis là, quand je fais des conférences maintenant, je mets des photos de vacances. Moi j'aime bien, je ne les vois jamais que sur mon petit écran d'ordinateur. Donc là j'ai un grand écran, donc j'en prends quelques-unes que j'aime bien, que je vois en grand. Alors j'espère que vous en profitez un peu, moi j'en profite, ça je le dis. Donc voilà, il n'y a pas tous les jours, donc voilà, c'est beau, hein. Donc voilà, quels impacts. Et là vous avez 3 types d'herbivores. Des herbivores qui vont brouter haut dans les arbres,
des monogastriques, et là-bas l'oryx qui est un ruminant, donc ce sont des animaux qui, sur 3 espèces, c'est pas beaucoup ici, hein, ont des régimes et des façons de se nourrir qui sont différentes. Et vous avez en bas à gauche les vautours qui sont les nécrophages, qui sont ceux qui vont recycler les cadavres, toute la nécromasse, et ce sont des oiseaux qui ont un rôle extrêmement important dans ces écosystèmes et qui vont remobiliser des matières organiques qui sinon seraient perdues. Alors, si on oppose, le but n'est pas de les opposer, mais comment est-ce que tout le monde cohabite? Eh bien, là, on parle d'ongulés, on va parler surtout des animaux domestiques d'élevage qui sont herbivores, qui sont en tout cas, qui mangent de la végétation. Il y a effectivement un problème de partage de l'espace. Là, on est dans un parc national, en Afrique, et là, je n'ai dans mon champ de vision que des moutons, peut-être quelques chèvres, et voilà. Et c'est pas pour ça que j'étais venu jusque-là. Bon, alors, finalement, mais cette dame, c'est pas très grave, mais je me rappelle qu'en France, dans nos parcs nationaux, on voit beaucoup plus de moutons que de n'importe quoi. Mais il y a des pays où, dans les parcs nationaux, c'est vraiment la faune sauvage et la flore sauvage qu'on va essayer de développer, d'entretenir, d'encourager, et pas forcément l'élevage, qui parfois, même dans un parc national, ne respecte pas toujours l'environnement. Et donc, un peu plus loin, voilà, l'animal que j'ai cherché, c'était celui qui était là-bas, et ceux qui étaient devant moi en gros plan, c'était ceux-là, qui sont des braves vaches ou des ébus. Bon, que les gens élèvent des ébus, on a tous compris l'intérêt, mais dans ces conditions-là, ceux à gauche disparaissent, et les autres prennent leur place. Il faut dire que, parfois, ce sont ces espaces protégés pour la faune sauvage qui restent les derniers avec des pâturages dignes de ce nom. Donc forcément, les pasteurs vont mettre leurs animaux là où il y a à manger. C'est assez logique, mais c'est dommage pour la faune sauvage. Alors, pour faire autre chose que juste vous donner des états d'âme, j'ai quand même pris au moins un article scientifique un peu sérieux, voilà, que je vous recommande, qui est assez dense à lire, qu'on trouve en ligne. Scientific Report, c'est sur le site des revues de la revue du groupe Nature, et c'est un article qui a donc 1 an et demi à peu près, et qui compare les herbivores sauvages, wildlife, avec les herbivores domestiques, livestock, en Afrique, avec le présent aujourd'hui donc, et le passé. Et ce qu'ils appellent le passé, c'est à peu près il y a 1000 ans, avant tout début de colonisation par les Européens de l'Afrique. Et sur le schéma à gauche, vous avez, selon la couleur, la perte ou le gain estimé par rapport à un millénaire de biomasse d'herbivores dans les différentes régions d'Afrique subsaharienne. Et là où c'est vert, c'est que le continent a perdu en biomasse d'herbivores, et là où c'est sombre, c'est que le continent a gagné en biomasse en cumulant les domestiques et les sauvages. Et le paradoxe sur le schéma, et au début c'était un peu surprenant pour moi de comprendre, c'est que là où ça a gagné en quantité d'herbivores, ce sont les zones les plus sèches, juste au sud du Sahara, dans le Sahel. Et en fait, quand on va chercher, alors peut-être que je sors du champ, là, je reviens, voilà, quand on va chercher l'explication, c'est que ce sont des zones où les troupeaux se sont développés, mais où on est capable de faire des forages profonds pour trouver de l'eau pour les abreuver, et on peut apporter du sud, avec les moyens de transport, du forage pour ces animaux. Donc c'est un élevage qui a un impact assez lourd sur les écosystèmes, et qui est alimenté par des productions qui viennent de l'extérieur. Donc aujourd'hui, ce sont des zones qui sont plus riches qu'autrefois, mais avec certainement un impact assez lourd sur un écosystème déjà fragile, puisque ce sont des zones avec des saisons sèches assez marquées, et sans doute des densités animales qui ne sont pas forcément compatibles avec un maintien de ces écosystèmes sur un très très long terme. Et inversement, dans les zones plus humides du continent, on a une perte de biomasse qui n'est pas compensée par la faune sauvage. Et là, vous avez donc l'équilibre est là, et à part, donc ça c'est la même chose écrit sur un schéma, mais sans l'information géographique, les zones les plus sèches, en bas c'est la pluviométrie par an, les zones les plus sèches montent en biomasse et les zones les plus humides baissent. Et vous retrouvez ça, donc le maximum, la plus grande quantité d'herbivores, c'est vers 500 mm d'eau par an. Avec le schéma actuel et le schéma passé, actuellement, les animaux domestiques en poids, en masse, on peut surpasser les animaux sauvages. Et si je mets les éléphants ici, c'est que dans ce schéma-là et dans tout l'article, ils sont présentés comme une espèce clé pour les écosystèmes d'Afrique. C'est un animal qui est en train de disparaître du continent. On en compte des capacités d'accueil du milieu, en combinant ce qu'on sait du trafic du commerce de l'ivoire dès l'époque.
Et de ce qui reste aujourd'hui, il en reste aujourd'hui moins de 400 000, donc on a sans doute seulement 4% de la population initiale des éléphants d'Afrique. Or, les éléphants, c'était le plus gros animal, le plus gros herbivore du continent, avec un impact extrêmement important dans les milieux entre la forêt et les savanes. Ils mangent des arbres, ce qui n'est pas le cas des bovins. Il déplace, il est capable de rejeter des graines extrêmement loin de là où il les a mangées, et donc il a un impact sur un entretien du paysage vers un milieu plus ouvert que s'il n'était pas là, un déplacement des forêts, et probablement les forêts d'Afrique sans éléphants vont évoluer d'une façon différente de celle d'actuellement. Alors, moins bien ou mieux, j'en sais rien, c'est pas ça le problème, c'est que c'est quelque chose qui est en train de changer, et on n'a pas les clés pour comprendre dans quel sens ça va évoluer. Il y a peut-être des gens qui vont le subir, qui vont en profiter, il y aura sans doute des situations contrastées, on peut juste dire que c'est en train de changer. Et ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'en Afrique, il y avait deux consommateurs de végétation essentiels, les ruminants et le feu. Et dans les zones de savane avec des herbes assez riches qui n'ont pas été broutées parce que la diminution des effectifs d'herbivores laisse la végétation herbacée en place, vous avez plus de feu, alors que là où il y a du surpâturage, il n'y a plus de matériel à brûler, donc vous avez moins de feu. Et sur ces cartes-là, vous avez à gauche, à nouveau avec les bovins comme schéma, l'augmentation, la diminution de densité d'animaux herbivores entre il y a 1000 ans et aujourd'hui, et à droite, en conséquence, plus c'est rouge, plus le feu brûle, plus le pourcentage de végétation peut brûler, et vous voyez que là où il n'y a plus beaucoup d'herbivores dans les zones de savane, le feu est plus important, et si les éléphants ne sont plus là pour ouvrir le paysage, c'est pas forcément le feu qui pourra empêcher les arbres de repousser si les gens ont besoin de pâturage plutôt que de forêt fermée, que de paysage fermé. Et là, vous avez toujours sur cette même notion, au niveau des savanes, donc on n'a que les savanes, on a laissé de côté le bloc forestier congolais, le bloc forestier guinéen, les déserts de Namibie. Et là, vous avez également les endroits où le feu a diminué, et en bas, en noir, les zones où le feu a augmenté, et tout l'impact que ça peut avoir sur les paysages. Dans les savanes, le seuil entre lesquels l'augmentation ou la diminution se fait sentir, c'est à partir d'une biomasse d'herbivores d'environ 1,5 tonne par kilomètre carré. Donc actuellement, le remplacement des animaux sauvages, des herbivores sauvages par les animaux domestiques se traduit par des modifications du rythme des feux de brousse en Afrique, et avec des impacts probablement à venir sur l'alimentation des humains qui dépendent des animaux domestiques herbivores. Alors voilà le schéma autrefois, le schéma à gauche c'est le présent, et vous voyez qu'à gauche vous n'avez plus que des chèvres ou des bovins, et à droite vous aviez toute la diversité des herbivores sauvages. En fait dans cet article-là, quand on parle d'herbivores sauvages, on cumule des données qui correspondent à 92 espèces différentes, depuis les éléphants jusqu'aux lièvres, et à gauche, tout là-bas, vous n'avez que 3 espèces pour les remplacer, les vaches, les chèvres et les moutons. Et évidemment, ces 3 espèces n'ont pas sur la végétation l'impact que peuvent avoir 92 espèces différentes, depuis les éléphants jusqu'aux lièvres. Et donc aujourd'hui, 90% de la biomasse d'herbivores en Afrique correspond à ces 3 espèces domestiques. Enfin, c'est écrit en bas. Donc, les impacts des méga-herbivores, c'est tout ce qui est plus d'une tonne. Vous avez quand même l'hippopotame, les 2 rhinocéros, l'éléphant. Ce n'est pas comparable à ce que peuvent faire les bovins. Donc, le paysage va évidemment évoluer. Alors, quand on compare le feu aux herbivores, on voit que également ça aura des impacts sur l'écosystème. Avec nos animaux domestiques, les émissions de méthane, c'est une estimation, seraient multipliées par 2. La forêt va certainement évoluer différemment sans les éléphants. Et je vous rappelle que chez les herbivores, on n'a pas toujours cette dichotomie en français. Les Britanniques distinguent 2 façons de brouter la végétation, enfin de la consommer, soit de brouter, de tondre comme une tondeuse à gazon, c'est grazer, ou bien browser, c'est ceux qui broutent, qui mangent les rameaux. Et donc les bovins mangent essentiellement de l'herbe, ne mangent pas beaucoup de végétation arborée, alors que les petits ruminants peuvent manger les 2, mais d'une façon qui est quand même beaucoup plus simple et moins diversifiée que ne le savaient faire 90 espèces. Donc voilà un petit peu, pour faire vaguement sérieux, enfin, l'article est vraiment intéressant, peut-être que je l'ai mal présenté, mais si vous avez l'occasion de le croiser, cet article, allez le chercher, il est vraiment. Alors un domaine où peut-être
que j'ai plus côtoyé quand même un tout petit peu, c'est celui des impacts sanitaires de la présence des uns par rapport aux autres. Et notre cher David Livingstone, c'est celui de Stanley. Vous savez, Dr. Livingstone, I presume, c'était eux. En 1865, il a dit « La destruction de toute la faune sauvage pour l'avancée de la civilisation, c'était la seule façon de se débarrasser des tsetse. » Paf! Et ce monsieur-là, donc c'était un pasteur écossais, il avait une philosophie en 3 C, c'était christianisme, commerce et civilisation. Alors je ne sais pas dans quel sens il les disait, mais c'était les 3 C. Et c'est quelqu'un qui était assez respecté dans son temps, en Grande-Bretagne, dans les colonies britanniques, et ça a marqué fortement la façon dont les Britanniques ont cherché à développer leur colonie africaine. Et dans l'article dont je me suis inspiré, on dit que les colonies anglophones n'avaient pas la même approche de la maîtrise de cette maladie, qui est une vraie maladie, un vrai problème pour l'élevage, que les colonies francophones, Belges et France, où on a plus travaillé sur la médecine, sur la médicalisation, les traitements dans les zones françaises, alors que dans les pays, dans les zones anglaises, on a plutôt cherché à se débarrasser de tout. Et là, par exemple, on vous dit qu'au début des années 30 aux années 60, on a abattu 1,3 million individus d'espèces d'ongulés dans les zones anglaises. Je n'ai pas de dénominateur. Donc je peux juste vous dire que le chiffre qui a été rapporté, c'est celui-là. Donc il y a un autre exemple de maladie assez spectaculaire, c'est la peste bovine. Alors il y a une discussion sur la photo. Est-elle vraiment faite en Afrique australe à ce moment-là? Je n'en sais rien. Il y a des gens qui disent que c'est pris ailleurs. En tout cas, ça peut illustrer l'épidémie de peste bovine. Arrivée dans le port de Massawa en 1887, c'est sur la mer Rouge, dans ce qui est maintenant l'Érythrée. Et le virus a traversé l'Afrique et était au Cap en 1896. Et 90% de tout ce qui était ruminant, tout ce qui était herbivore a été exterminé. Donc vous imaginez également, donc domestique comme sauvage, l'impact sur les populations humaines entièrement dépendantes de troupeaux. Et donc c'est un phénomène excessivement spectaculaire, et c'est un virus qui a été connu uniquement d'Europe et d'Asie, et qui est arrivé avec le corps expéditionnaire italien qui voulait conquérir l'Éthiopie à la fin du XIXe siècle. Et ça, c'est une conséquence de la domestication avec les mouvements commerciaux associés, qui a balayé complètement toute la faune herbivore du continent africain, avec des impacts extrêmement lourds, et certains considèrent que, au niveau humain, ça a été extrêmement lourd, et qu'au niveau faune sauvage, certaines espèces n'ont jamais retrouvé leur distribution d'avant le passage de ce virus. Alors, on a pris des exemples lointains, mais dans notre beau pays qui s'appelle la France, on est capable aussi de faire des choses rigolotes avec la faune sauvage par rapport à la faune domestique. Donc, les animaux domestiques ont des maladies. Et quelquefois, comme ils sont généreux, ils sont capables de les transmettre à la faune sauvage. Mais à ce moment-là, on accuse la faune sauvage de contaminer la faune domestique, donc on voit toute la faune sauvage. Et donc vous avez un joli bouquetin des Alpes à gauche, et là, si vous regardez bien, vous avez un troupeau de bouquetins, et là, celle-là, vous voyez là, c'est pas un bouquetin, c'est une chèvre domestique qui a décidé de quitter son troupeau, aller dire bonjour à ses cousins, sont des cousins, mais ils sont pas la même famille, enfin c'est la même famille zoologique, mais c'est pas la même espèce. Et on pense que c'est de cette façon-là que la brucellose des petits ruminants est passée des troupeaux domestiques aux bouquetins. Et sous prétexte que les bouquetins étaient malades, donc il y a toute une histoire, je ne vais pas développer, mais la cohabitation est toujours compliquée, et quand il y a un problème, c'est toujours le sauvage qui est coupable par rapport au domestique. C'est toujours comme ça. Autre exemple, alors que le point de départ est assez intéressant, c'est la tuberculose. Nous sommes sensibles à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis. Et quand nous avons domestiqué les bovins, comme rappelé précédemment, il y a à peu près 10 000 ans, nous les avons contaminés avec notre tuberculose. C'est une des hypothèses fortes sur l'explication de l'origine de la tuberculose bovine. Ce sont les humains, la bactérie humaine qui a contaminé les bovins. Et aujourd'hui, les bovins contaminent parfois la faune sauvage. Et donc c'est toujours la faune sauvage qui est coupable. Alors chez nous, le pauvre qui prend le plus de coups, c'est notre ami le blaireau. Et si vous allez en Nouvelle-Zélande, il est pourtant mignon celui-là, hein, c'est le possum à la queue touffue, le phalangier renard australien, qui a été introduit en Nouvelle-Zélande, et c'est lui qui, malheureusement, fait les frais de cette épizootie animale. Alors, autre souci pour la faune sauvage quand on fait de l'élevage, ce sont les clôtures. Alors, vous avez tous vu des champs avec des barbelés autour, avec des vaches au milieu, c'est comme ça qu'on fait. Mais vous avez des grandes parties du continent africain. Là, c'est pas en Afrique. Hein, si vous je ne sais pas si vous reconnaissez, mais autrefois, c'était un guanacos.
Et c'est tout ce qu'il en reste. Il a raté son saut, j'en ai vu passer très bien, mais celui-là, il est mal passé. Et c'était des écosystèmes, en particulier dans le Serengeti, ça tourne toujours, mais en Afrique du Sud-Ouest, autour de la Namibie, c'était des écosystèmes avec des saisons sèches très marquées, et les animaux pouvaient se maintenir avec des grands circuits, des grands déplacements, pour aller chercher les pâturages après les pluies, et retrouver les zones sèches après leur saison des pluies, et recommencer. Et on a mis des barrières pour des raisons sanitaires, pour essayer de faire de la production bovine qu'on puisse exporter vers l'Union européenne, et on a fermé l'accès des animaux sauvages à leur couleur de migration. On les a empêchés d'avoir accès à l'eau. On a eu des cas où la barrière était à 2 mètres de la rivière et il y avait des cadavres alignés de l'autre côté de la barrière à 2 mètres de l'eau parce qu'ils n'ont pas pu y accéder. Vous avez également des questions qui ne sont pas toujours, auxquelles on ne pense pas toujours. Les sols sont de composition différente, donc la végétation a des minéraux différents. Les animaux en profitent. Et quand les animaux se déplacent, ils vont réexcréter une partie de ces minéraux sur d'autres sols et ils vont enrichir. Et vous avez des transferts latéraux de nutriments qui se font parfois sur d'assez grandes distances et qui sont nécessaires pour l'entretien de ces écosystèmes. Avec les clôtures, tout ça est fini. Les échanges génétiques également sont finis. Et quand on coupe une population d'une espèce en plusieurs petites fractions, chaque fraction a des probabilités de disparaître qui sont beaucoup plus grandes que la population dans son ensemble, évidemment. Alors, il y a aussi un animal qui n'est pas toujours bien perçu en Afrique, c'est lui là, il a une bonne tête, regardez comme il est mignon. C'est le buffle africain, donc qui est vraiment différent du buffle asiatique, qui lui n'a jamais été domestiqué. Et il est réservoir du virus de la fièvre afteuse, c'est vraiment le réservoir naturel de certaines souches de virus qu'on trouve en Afrique. Et pour pouvoir exporter de la viande d'Afrique australe vers l'Union européenne, il faut des espaces absolument indemnes de ce virus. Et c'est un animal qui est mal perçu à cause de ce rôle de portage, alors que dans les écosystèmes africains, dans les écosystèmes de prairies, il est capable de brouter des herbes extrêmement sèches et assez rébarbatives pour tous les autres petits ruminants. Et quand il est présent, il ouvre la végétation et permet derrière à beaucoup d'autres espèces de se maintenir en favorisant la repousse de l'herbe. Et quand il n'est plus là, non seulement il est absent en tant que buffle africain, mais il a des conséquences en cascade sur des espèces qui ne peuvent plus survivre sans lui. Et tout à l'heure, on a montré un petit barbelé comme on trouve chez nous. Ça, c'est pas du barbelé comme on trouve chez nous. C'est électrifié, il y a des caméras de surveillance, il y a des détecteurs de tout ce que vous voulez. Et là, on est dehors de la logique, de toute logique rationnelle, en dehors de toute démarche par rapport à l'élevage. Ces animaux-là sont en train de disparaître, mais c'est plusieurs par jour qui sont tués tous les jours en ce moment, juste pour 2 cornes. Et ça part en Asie pour des raisons que vous connaissez, mais qui n'ont aucun sens, qui n'ont jamais été démontrées. Et c'est juste triste parce qu'en plus, à droite, c'est le rhinocéros blanc dans sa petite mare de boue, et à gauche, le rhinocéros noir. Lui, c'est vraiment une tondeuse à gazon. Il a une bouche très large et il tond l'herbe, alors que le noir, lui, il a une petite lèvre préhensile supérieure et il mange pratiquement que des rameaux. Et donc, dans un même espace, ils ne se concurrencent pas au niveau alimentaire et inversement, ils sont capables de cohabiter avec beaucoup d'autres ongulés. Et ce sont des animaux qui vont disparaître et donc dont l'impact sur l'écosystème, quel qu'il soit, ne sera plus repérable, ne sera plus observable. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on dit, bon, bah, c'est comme ça? Alors, je ne sais pas si vous imaginez, cette photo-là, elle a été faite en Europe. Elle a été faite aux Pays-Bas, qui n'est pas le pays d'Europe où l'on pense le plus sauvage ou le plus de nature à suggérer un retour à autrefois. Et tout un phénomène qu'on peut appeler en français réensauvagement, qu'on appelle en anglais rewilding, qui consiste à remettre dans des écosystèmes des espèces qui en avaient été éliminées, en partant du principe que la végétation, par rapport aux herbivores, a vécu avec eux, et que lorsque les herbivores sont présents avec cette végétation qui les connaît, il y a une productivité meilleure, à la fois à côté viande et à la fois à côté végétation. Et donc ça, ce sont des bovins qui sont en fait des aurochs reconstitués. C'est une race bovine qui ressemble à ce qu'on pense être l'auroch, mais on n'aura jamais la preuve, et génétiquement c'est bien sûr un peu différent. On est parti de races dites peu sélectionnées, dites primitives, de races domestiques, et il y a eu plusieurs démarches qui ont été faites en Europe, dans différentes régions du continent, et à chaque fois on arrive sur un animal qui se ressemble entre eux, et qui ressemble un petit peu au dessin qu'on a sur Lascaux,
Maintenant, entre Lascaux et ça, il y a quand même une petite différence. Il y a déjà 30 000 ans de temps. Et à gauche, le cheval, c'est pareil. Donc, on n'a plus de chevaux sauvages en Europe de l'Ouest. On a retrouvé quelques races un peu primitives. On appelle ça des tarpans, on appelle ça des Königswolki. Et ce sont des chevaux, par contre, comme ces bovins, qui sont capables de vivre toute l'année dehors et qui n'ont pas besoin de soins vétérinaires, qui n'ont pas besoin de compléments alimentaires. Dans ces zones-là, qui sont des zones fermées, en Europe, on n'a peut-être plus l'espace, en tout cas pas partout, pour les laisser libres. Il peut arriver que l'hiver, il n'est pas assez fait de provision de graisse avant la mauvaise saison, et certains peuvent mourir de faim, d'inanition. Mais il y a vraiment, et c'est suivi scientifiquement, des interactions intéressantes entre la végétation et les animaux. Ce sont des expériences qu'on aimerait éventuellement voir se développer en France. Il y a quelques projets, est-ce qu'ils aboutiront, de remettre dans les forêts françaises le bison d'Europe, qui est toujours présent, qu'on a réussi à sauver de l'extinction. Et c'est pareil, il est beaucoup plus gros que les cerfs qu'on a chez nous, et l'impact du bison sur la forêt n'est pas du tout celle de nos amis les cervidés. Donc est-ce qu'on est capable d'habiter avec eux? Je vais juste vous donner, on approche de la fin quand même là, un tableau qui vous livre pour la France quelques chiffres qui peuvent vous, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est le bilan du dernier tableau de chasse aux ongulés en France, donc la saison, on n'a pas encore la saison 2018-2019, voilà la saison 2017-2018. Alors regardez, chevreuils, on en tue presque 600 000 par an. On estime que la population doit être 3 fois ce chiffre-là pour se maintenir. Et les sangliers, c'est presque 800 000, hors parc et enclos. Et la première année où on a compté, on a mis un plan de chasse en place et qu'on a compté les animaux tués, 73-74, on était à 36 000. Donc on est passé en France de 36 000 à presque 800 000. Et est-ce que c'est de la gestion? Est-ce que c'est, je ne sais pas comment appeler ça, sachant qu'avec ces chiffres-là, on a découvert il n'y a pas très longtemps que certains continuaient à aller chercher légalement ou moins légalement, pour le dire gentiment, des sangliers en Pologne, pour les mettre dans des enclos en France, pour les tirer, parce que ça coûtait beaucoup plus cher qu'un sanglier français, je ne sais pas quelle était la différence, le prix, oui. Et dans le même temps, on avait un virus comme la peste porcine africaine qui est présent et qui peut mettre à mal 40% de la production d'élevage de porcs français. Donc voilà, donc, ça c'est un exemple où alors, on est de l'autre côté, il n'y a plus vraiment de logique, c'est toujours plus. Et ça pourrait assez mal se terminer pour les sangliers, je ne sais pas, mais paradoxalement pour l'élevage chez nous. Et c'est plus du tout les mêmes contextes que ce qu'on a raconté jusqu'à présent dans les zones du sud. Et c'est vraiment paradoxal de ne pas pouvoir gérer ça un peu mieux. Donc un troupeau de gnous en Afrique de l'Est, ils sont en train de se rassembler avant la migration, ils sont en Tanzanie, ils vont partir vers le Kenya. Donc est-ce qu'on est capable, nous, de maîtriser un peu notre propre démographie et donc celle de nos animaux d'élevage, parce que si on est capable de maîtriser notre démographie, de manger un peu moins de viande, on aura peut-être besoin de moins de vaches, de moutons, de chèvres, on pourra laisser un peu plus de place pour cela. Donc notre régime alimentaire a un impact sur la faune sauvage, pas parce qu'on la mange, mais parce qu'on mange des domestiques qui prennent la place des sauvages, en résumant un tout petit peu. Mais sans forcément caricaturer. Est-ce qu'on est capable de partager, mais déjà entre nous, mais apparemment ce n'est pas encore bien le cas, et sans doute ça explique qu'on ait un petit peu plus de mal à partager avec les non-humains. Et pour terminer, je reviens toujours à quelqu'un que j'aime bien, c'est Romain Gary. Et ce texte-là, en fait, il l'a écrit en 1967 dans une revue anglaise, dans Time Magazine, Life Magazine. Et c'est un texte court qui fait 4 pages, qui s'appelle « La lettre à l'éléphant ». Et dans ce texte, il y a une phrase qui dit ceci: « Mais laissez-moi vous dire, mon vieil ami, dans un monde entièrement fait pour l'homme, il se pourrait bien qu'il n'y eût pas de place non plus pour l'homme. » Et quand je dis homme, c'est homme et femme, d'accord. Je vous remercie.